Avec Daniel Riolo, avec Oussem Loussaïef, avec le drôle de dame, comme chaque lundi jusqu'à minuit. Bien entendu, on évoquait la crise du Barça qui est en train de couler tout doucement. Mon cher Polo, quand on évoque la crise du Barça, est-ce que ça te rappelle un exemple d'un gros club allemand, toi aussi, qui a été amené à se reconstruire pour se relever? Ah, t'es là, mon Polo? Il faut que tu lui redises bonjour, je crois. Allô. Ah là, Polo. C'est bon? Montre son, Polo, montre son. Oui, ça me fait penser en fait au Borussia Dortmund évidemment, mais ça me fait surtout penser. Enfin, que vit le Barça, j'ai apprécié ce qu'a dit Fred du côté sportif, mais moi c'est ce qui me fait peur, c'est du côté financier. C'est-à-dire que le Borussia Dortmund, c'était avant tout la crise sportive, c'est une crise financière. C'est-à-dire que c'est la grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. C'est ça. En fait, ça a commencé. Rappelez-vous, le Borussia Dortmund gagne la Ligue des Champions en 1997 avec une très belle équipe, champion d'Allemagne 95, 86, Steinsfeld, etc. Et puis il faut remplacer cette génération au bout d'un moment. On décide de coter le club en bourse, donc on a des levées de fonds et on a une nouvelle génération qui arrive extrêmement des joueurs qui sont très très intéressants. Rappelez-vous Rosicky, Kohler, Amoroso, racheté à l'époque pour plus de 25 millions d'euros. Et finalement, on se rend compte que l'argent qui est levé ou qui arrive d'un seul coup, ça part. On ne sait pas où, mais ça part. En tout cas, ça part au minimum dans les salaires. Et le 22 décembre 2003, il va y avoir une de Kicker très très importante et qui va rester dans la presse sportive allemande. Où donc c'est 2 jours avant Noël, Kicker fait un titre où il met la tête des 2 personnes, le président et le manager de l'époque, donc Nibo Meyer. Et au-dessus, il y a 100 millions. Et ces 100 millions, c'est l'endettement à l'époque du Borussia Dortmund. On avait parlé de banqueroute à l'époque, non? Alors attends, la banqueroute, elle arrive 2-3 années après. En fait, là, et on se rend compte, en fait, parce qu'il y a la Süddeutsche qui travaille aussi à ce niveau-là, qui annonce la faillite financière du Borussia Dortmund. Et en fait, il commence à y avoir des rumeurs comme quoi, finalement, les comptes du Borussia Dortmund ont été trafiqués. Je rappelle que le club une partie du capital était coté en bourse, donc on doit le présenter à des actionnaires chaque année. Et on se rend compte, finalement, alors il y a un très bel exemple, c'est que il y avait un équipementier à l'époque, donc lui, il a rien à voir avec cette histoire, il s'appelle Nike, et il payait 38 millions d'euros en tant qu'équipementier au Borussia Dortmund. Mais ça, c'était pour la saison 2004-2005. Et les 2 personnes que je viens de citer, Nibohm et Mayer, avaient fait passer cette écriture comptable en 2002-2003 pour améliorer le compte de résultat et le bilan. Et donc, si tu veux, tout ça a été dénoncé. Et Nibohm a notamment été condamné il y a quelques années. Et en 2005, ça devient critique parce que le Borussia Dortmund est quasiment, on risque la faillite. À tel point que les supporters descendent dans la rue, il y en a plus des milliers dans la rue, etc. Donc, il y a un plan d'assainissement qui va être dramatique, qui va être mis en place. Et la petite histoire, c'est celle qui a été racontée par Tilkowski, qui est l'ancien gardien de l'équipe nationale en 1966 contre l'Angleterre, et qui était du Borussia Dortmund, et qui raconte que certains créanciers voulaient pas lâcher leurs créances, justement, pour favoriser ce redressement. Et il se dit que ça s'est réglé parfois dans les toilettes du Westfalenstadion à coup de bourre-pif. Parce que non, mais c'est ce qu'on raconte, quoi. Parce que c'était très compliqué. À l'époque, d'ailleurs, le trésorier en 2001, c'était Watzke, qui à partir de 2005 va devenir le président du club, justement, pour assainir tout ce club. Alors, comment ils vont s'en sortir? Évidemment, on va réduire la voilure, on va vendre les joueurs au prix qu'on peut, etc. Et on va se tourner, évidemment, par la seule chose qui reste lorsque on peut pas acheter des joueurs. Et c'est tout simplement la formation. Et qu'est-ce qu'ils vont faire en formation? Ils vont sortir Götze, ils vont sortir Schmelzer, ils vont sortir Nuri Sahin. Et en 2008, ils ont un truc extraordinaire. Ils ont décidé d'acheter un coach. Il s'appelle Jürgen Klopp. Et Jürgen Klopp, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devenir champion d'Allemagne en 2011, 2012 et puis sa finale de Ligue des Champions en 2013. Et en fait, ce club qui était quasiment en liquidation judiciaire à l'époque, il y avait des rumeurs très très fortes à ce niveau-là, finalement va réussir à s'en sortir en repartant de la base et surtout une chance folle d'avoir un coach qui avait réussi déjà à Mayence et qui là allait exploser complètement. Mais on voit aussi qu'ils ont acheté des joueurs, tu vois, comme Mats Hummels qui se morfondait au Bayern, ils l'ont acheté pour 4 millions d'euros, ils ont acheté Lewandowski en Pologne pour 4 millions. Ils ont acheté Piszczek qui était gratuit, qui débarquait comme ça. Donc ils ont réussi, ils sont redevenus juste un club entre guillemets modeste, mais ils sont passés très très chaud. C'est très très chaud. C'est intéressant ce que dit Polo, comme quoi toute l'importance aussi d'avoir un bon entraîneur à ce moment-là pour reconstruire tout le projet. En Angleterre aussi, il y a des cas comme ça. Ouais, vas-y, Fredo. Non, mais simplement par rapport à ce que disait Polo, c'est très intéressant parce que là, il y a quelque part la radiographie que fait Polo de la sortie de crise, des méthodes utilisées de la sortie de crise. Finalement, elle pourrait s'appliquer au Barça parce que t'as quand même un très bon centre de formation. C'est ça. Donc l'espoir, c'est d'avoir des jeunes
à qui on est en train de confier les clés du camion. C'est vrai qu'avec le jeune Gavi, avec Nico Gonzalez, avec Ansu Fati, etc., il y a quand même de la matière pour relever la tête. Sauf que le problème, et ça a pris combien de temps le Borussia? Parce que là, ça va pas se régler cette année. Il faut plusieurs saisons. Il a fallu combien de temps au Borussia pour redevenir un club qui compte? Il a fallu en tout 4-5 ans, mais si tu veux, ça a été trop rapide. C'est-à-dire que le fait que tu trouves un gars comme Jürgen Klopp qui met en place le gegenpressing, ce qui va, évidemment, je me rappelle, Daniel, on en discutait beaucoup. Ils avaient affronté le PSG en Europa League à l'époque. Il y avait eu 2 matchs nuls, mais c'était l'équipe qui était encore en train de naître. Mais c'était extraordinaire. C'est un coup. Je dis pas que c'est un coup de chance parce qu'ils ont bien bossé, mais si tu veux trouver Mats Hummels comme ça, Lewandowski pour presque rien, Piszczek, tu sors Mario Götze du centre de formation, etc. Il y a pas mal de chance. Mais maintenant, c'est un gros club. Tu sais, c'est quand même un stade où il y a 80 000 personnes. Donc, ça veut dire que les rentrées d'argent, c'est pas. Maintenant, le Borussia est devenu un club dans l'autre catégorie, c'est-à-dire celle qui ne peut pas rater la Ligue des Champions tous les ans. Ouais, c'est exactement ça. Et Watzke, d'ailleurs, je finis juste là-dessus, je vous laisse la parole. Watzke, c'est très intéressant dans son autobiographie, il explique que aujourd'hui, lui, il fait le cacou parce qu'il a du pognon dans tous les sens, même s'il y a le Covid, etc. Mais lui, il a connu les fournisseurs, il a connu les créanciers en 2001 jusqu'en 2005 qui frappaient à la porte pour vouloir être payés. Et donc toute cette période, si tu veux, il vit aujourd'hui d'une façon extrêmement sereine, quoi, par rapport à tout ce qu'il a vécu. Mais ça a été extrêmement tangible.